Assainissement du secteur des mines. Le gouvernement de la transition adopte plusieurs mesures, parmi lesquelles vous avez la réélecture du code minier du Mali en intégralité. Vous avez aussi l'annulation des permis miniers en cas de manquement à la réglementation. Mamadou Fane fait un focus ce soir sur ce secteur clé de l'économie malienne et nous avons aussi sur ce plateau Amadou Keïta, le ministre des Mines, qui est notre invité. Rapprocher la justice des justiciables, c'est l'objectif principal visé par le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, en organisant le Forum national sur la justice. Le secrétaire général du département face à la presse pour mieux faire comprendre les motivations et enjeux d'une telle initiative. Les travaux de la nouvelle maison des pupilles à Bamako-Sénou avancent à hauteur de souhait. C'est le constat fait par le ministre de la Santé et du Développement social, accompagné du conseiller spécial du président de la transition, chargé des œuvres sociales. Ils étaient sur le chantier. Parakissa Ouattara était également de la visite. Des bus pour faciliter la mobilité urbaine. Les transporteurs routiers veulent amoindrir les difficultés des populations en cette période de crise de carburant. De nombreux bus mis en circulation pour assurer donc le transport des Maliens. Nous allons suivre Aminata Brahima, Ouedraogo et Siriki Koulibaly qui ont justement fait un tour en ville. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Mahamadou Kone, bonsoir également à vous. Bonsoir, Nialou. Vous êtes là pour la lecture du Conseil des ministres réunis en session ordinaire aujourd'hui dans la salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. C'est à vous, Mahamadou Koni. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le cadre organique des services régionaux et subrégionaux de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a été créée par l'ordonnance numéro 2024-017 PTRM du 27 septembre 2024 avec pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre les éléments de la politique nationale en matière financière, comptable, monétaire, d'assurance ainsi que de réglementer et de contrôler le secteur de la microfinance. Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par le décret numéro 2024-0565 PTRM du 11 octobre 2024. Au terme de ce décret, l'activité de coordination et de contrôle de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique s'exerce sur les services rattachés, régionaux et subrégionaux, ainsi que les services extérieurs et les postes comptables des organismes publics soumis aux règles de la comptabilité publique. Le projet de décret adopté prend en compte les spécificités liées à la création de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et prévoit pour les 5 prochaines années les effectifs du personnel nécessaire pour l'exécution des missions assignées aux services régionaux et subrégionaux du Trésor et de la comptabilité publique. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a informé le Conseil des ministres de la situation à l'école Les Lutins. L'école Les Lutins est un établissement communautaire d'enseignement fondamental créé en 1968 par les parents d'élèves de la dite école. Elle est gérée par l'association des parents d'élèves déclarée suivant le récépissé numéro 152 DNI du 24 mars 1976. La parcelle qui abrite l'école, sise à Sotiba ACI, dans le 1er arrondissement du district de Bamako, a été cédée par l'État. L'établissement bénéficie également de certaines facilités en termes d'exonération. Depuis un certain temps, une crise de gestion consécutive au non-renouvellement du bureau de l'association des parents d'élèves impacte les activités pédagogiques de cette école.
C'est pourquoi il a été décidé de la mise en place d'une administration provisoire composée de représentants des ministres chargés de l'administration territoriale, de l'éducation nationale et de la justice, dont le mandat prendra fin par l'installation d'un organe approprié de gestion de l'établissement. 2. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 6e session de la conférence des ministres du Travail de l'Organisation de la coopération islamique tenue du 15 au 16 octobre 2025 à Doha, au Qatar. Cette 6e session, placée sous le thème « Expérience locale, réalisation mondiale », Histoire des réussites dans le monde islamique, a enregistré la participation des ministres et chefs de délégation des États membres et des institutions des organisations de la coopération islamique ainsi que des organisations régionales et internationales. Après avoir adopté le rapport de la réunion des hauts fonctionnaires tenue le 15 octobre 2025, la conférence a été marquée par les interventions des ministres et des chefs de délégation sur le thème retenu. Dans son intervention, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a rappelé les progrès enregistrés en matière d'amélioration de l'employabilité des jeunes, de protection sociale des travailleurs, de sécurité et santé au travail et d'emploi des personnes vivant avec un handicap. La conférence a également adopté à l'unanimité la résolution sur la coopération en matière de travail, d'emploi et de protection sociale entre les États membres de l'Organisation de la coopération islamique. 3. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de la célébration de la Journée africaine de la jeunesse, édition 2025. Cette édition 2025 est placée sous le thème national « Lutte contre la drogue en milieu jeune, stratégie de sensibilisation et prévention des conduites addictives » vise à lutter contre la consommation de la drogue et des substances psychoactives. La célébration de cette journée permettra spécifiquement de sensibiliser les jeunes, les pouvoirs publics, ainsi que les organisations de la société civile en vue d'une prise de conscience collective face aux effets néfastes de la consommation des stupéfiants au Mali et en Afrique. Elle sera marquée par des activités socio-éducatives, artistiques, culturelles et sportives et de conférences-débats sur le thème national. 4. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la réunion des ministres du secteur eau, hygiène et assainissement du 22 au 23 octobre 2025 à Madrid, en Espagne. Cette réunion, placée sous le thème « Sortir du travail en silo, unir le leadership politique pour une réponse intégrée face aux enjeux de l'eau, de l'assainissement et du climat ». Au cours des échanges, l'accent a été mis sur la nécessité de renforcer la gouvernance intégrée du secteur, de promouvoir un financement durable et d'assurer une meilleure prise en compte des droits à l'eau et à l'assainissement dans les politiques publiques. La participation du Mali a permis de renforcer la visibilité du pays et de réaffirmer son engagement en faveur d'une gouvernance durable, intégrée et équitable de l'eau et de l'assainissement. B. De la participation du Mali au Forum mondial zéro déchet tenu du 17 au 19 octobre 2025 à Istanbul, en Turquie. Ce forum qui a réuni les ministres, experts et acteurs de haut niveau autour des approches innovantes de gestion durable des déchets, de réduction des impacts environnementaux et de promotion de l'économie circulaire était placé sous le thème « Le zéro déchet en action ». Les citoyens, les territoires et les avancées. Dans son intervention, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a mis en avant les engagements du Mali en matière de gestion durable des déchets et de développement durable et a notamment rappelé les efforts déployés pour promouvoir le recyclage et le compostage ainsi que l'objectif de réduction de 31% des émissions du secteur des déchets d'ici 2030, conformément à la contribution déterminée au niveau national. Le forum a constitué une plateforme d'échange d'expériences où plusieurs institutions et entreprises spécialisées ont manifesté leur intérêt à collaborer avec le Mali dans les domaines de la valorisation des déchets solides, du recyclage
et de la fourniture d'équipements d'assainissement. Au terme des travaux, les ministres maliens et turcs chargés de l'environnement sont convenus de renforcer leur coopération à travers le développement de projets conjoints au Mali pour la transformation et la valorisation des déchets solides. 5. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Nyanya Aliou Traoré, c'était le contenu du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci beaucoup, Mahamadou Koné. Nous allons poursuivre ce journal sur ce plateau également à mes côtés, le ministre Amadou Keïta, avec qui nous allons parler de l'un des secteurs pourvoyeurs d'emplois au Mali. Il s'agit du secteur des mines. En vue d'assainir ce secteur, le gouvernement a adopté plusieurs mesures, parmi lesquelles vous avez des innovations dans le cadastre minier et la réélecture du code minier malien. Vous avez aussi l'annulation des permis miniers en cas de manquement à la réglementation à travers des dispositions juridiques. Mamadou Fane nous donne plus d'explications avant qu'on ne retrouve le ministre Keïta sur ce plateau. Suivons. Depuis l'avènement de la transition au Mali, d'importantes réformes ont été menées dans le secteur minier par les autorités de la transition. Parmi ces réformes, un nouveau code minier en remplacement des anciens codes. Les titres qui ont été annulés ont été attribués sous l'emprise de 3 codes. Il y avait certains titres qui ont été attribués sous l'emprise du code de 99. D'autres, le code de 2012 et le code de 2019. Et on a procédé à l'analyse des dispositions de ces 3 codes. Beaucoup de titres n'étaient pas conformes aux dispositions de ces différents codes. L'adoption de ce nouveau code a permis d'apporter de nouvelles innovations dans le cadastre minier au Mali. Quand on dit cadastre, c'est la gestion des titres. Et ces titres, souvent, sont confrontés à des problèmes de chevauchement. Il y a beaucoup de titres miniers dans le secteur et quand il y a chevauchement, c'est un handicap sérieux et ce nouveau cadastre va permettre d'éviter les chevauchements. Donc ça, c'est une innovation de taille. Une autre innovation, c'est par rapport à l'hébergement même du cadastre. C'est un cadastre qui sera hébergé au Mali et centré au Mali, comparativement à l'ancien cadastre. N'est-ce pas? Même en cas de problème, il fallait faire une sollicitation extérieure. Ça, c'est encore une innovation de taille. L'autre innovation, c'est par rapport au système d'alerte qui va nous renseigner, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, en ce qui concerne les paiements des taxes, en ce qui concerne les renouvellements, en ce qui concerne pratiquement tout ce qui est paiement associé à cet effet. Et ce nouveau cadastre, en termes de télédétection, va permettre quand même de suivre, n'est-ce pas, de loin, n'est-ce pas, ces titres miniers, n'est-ce pas, pour pouvoir prévenir, n'est-ce pas, et de nombreux manquements en termes d'exploitation illégale et en termes d'autres illégalités. Avec ce nouveau code minier et son cadastre, l'État peut ainsi prendre certaines dispositions comme le retrait du permis minier sous certaines conditions. La suspension de l'activité de recherche sans motif préalable et plus d'1 an. Ensuite, le non-respect du budget des programmes prévus sans justification, la suspension des travaux d'exploitation plus de 2 ans sans l'autorisation de l'administration chargée des mines. Et ensuite, le non-versement des taxes, des droits et des redevances relatifs à l'activité minière et le non-renouvellement des permis à l'expiration dans le délai. Ces innovations permettront aujourd'hui d'assainir l'environnement du secteur minier. Le cadastre, c'est un outil de gestion, c'est un outil d'aide à la décision en termes de gestion, en termes de transparence, n'est-ce pas, qui est même défini dans le code, c'est l'ensemble des documents, n'est-ce pas, cartographiques, l'ensemble des documents annexes pour la gestion, n'est-ce pas, des titres miniers et des autorisations. L'assainissement du secteur permettra ainsi à l'État de créer les conditions pour que les ressources minières puissent véritablement profiter aux Maliens et au développement du Mali.
Oui, et on veut que ça profite aux populations maliennes. On vient de l'entendre. Beaucoup d'innovations. Le gouvernement a procédé également à l'annulation des permis de recherche et d'autorisation d'exploitation des carrières industrielles. Qu'est-ce qui a motivé cette décision, monsieur le ministre? Et bonsoir. Et bonsoir, madame. Merci beaucoup. Je voudrais avant tout vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez de pouvoir donner des explications à la population malienne, d'expliquer donc les motivations, mais surtout les implications aussi de ces mesures d'annulation. Mais il est important avant tout de souligner que tout ceci intervient dans un contexte de renouveau du secteur minier malien, impulsé par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui nous a donc instruit justement donc de travailler pour un secteur minier qui puisse être le socle du développement de notre pays. Nous avons des ressources minérales à satisfaire, cela a été toujours dit. Le Mali est un grand pays minier. Nous avons tous déploré le fait que ces ressources minérales n'ont pas beaucoup profité aux populations, à l'état du Mali, aux populations. Et donc, dans un premier temps, le président de la transition a instruit un audit qui a été réalisé. Et très souvent, quand nous parlons de l'audit, les gens voient plutôt les relations contractuelles entre l'État et les sociétés minières. Mais on oublie que l'audit il y avait ce pan donc de l'audit, c'est-à-dire déceler tous les manquements entre disons, dans les relations contractuelles entre l'État et les sociétés minières, mais aussi les faiblesses de notre dispositif institutionnel, notamment donc au niveau donc de la DNGM, ce service qui est donc dédié à la gestion du secteur minier pour le ministère des Mines, mais surtout aussi le cadastre. Et donc c'est la suite donc de tout ça que des réformes ont été initiées. Et qui ont conduit donc à l'adoption d'un nouveau code minier, de la loi relative au contenu local, mais aussi des réformes donc, qui sont en cours aujourd'hui au niveau de la DNGM, notamment l'assainissement du cadastre et aussi la mise en place d'un nouveau cadastre. Maintenant, pour arriver à cet objectif, donc, nous avons décidé que si nous voulons assainir le cadastre, il nous faut un véritable contrôle. Il nous faut un véritable suivi sur donc, tout ce qui s'est fait donc, à ce niveau. Et donc nous avons voulu savoir combien de titres nous avons en circulation. Parce qu'il y avait beaucoup de débats autour de cette question. Nous allons procéder de manière très pragmatique. Et nous avons demandé à tous les détenteurs de titres miniers de nous apporter la preuve donc l'existence de ces titres, et notamment à travers l'identification de ces titres, par la détention donc des arrêtés et autres, mais aussi l'identification des bénéficiaires effectifs. Nous avons fait 2 communiqués, et à l'issue donc des délais qui avaient été impartis, nous avons reçu plus de 600 titres miniers au niveau de la DNGM. Mais il y a eu un tri parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait aussi des faux titres. Il y avait des gens qui avaient juste scanné des titres. D'où des annulations, donc. Non, on n'est pas encore arrivé aux annulations. C'est-à-dire qu'on a décelé déjà des faux titres. C'est-à-dire des titres qui n'en étaient pas en réalité. C'est-à-dire que des titres qu'on a scannés, et puis c'était des faux qui ont été éliminés. Mais au total, nous avons reçu 595 titres. Maintenant, il y a un travail donc de fouilles, il y a un travail donc d'examen qui a été donc initié sur ces titres-là. Et nous sommes rendus compte qu'il y avait plusieurs manquements, comme cela a été rappelé dans le reportage. Notamment, il y avait des situations où certains détenteurs de titres miniers avaient arrêté les travaux de recherche plus d'une année, sans motif et sans même informer l'autorité, l'administration minière. Première situation. Deuxième situation, pour ce qui concerne les autorisations d'exploitation des carrières, il y avait aussi des sociétés qui avaient arrêté le travail pendant plus de 2 ans, sans motif valable et sans informer l'administration minière. Autre constat qui a été fait, c'est que il y a dans la convention
il y a des sociétés qui avaient donc qui s'étaient engagées à investir à un certain niveau. Parce que vous savez, ça, on y reviendra certainement. Le secteur minier, c'est un secteur qui demande assez de moyens. Oui. Assez de moyens. Et donc, c'est pourquoi on ne peut pas délivrer les titres miniers à tous les demandeurs. Il faut apporter la preuve de la capacité technique et financière. Alors, Monsieur le ministre, revenons sur ces annulations-là. Quelle est la suite? Vous allez procéder à une réattribution de ces permis ou bien ces sites resteront fermés? Non. Donc, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, si vous faites vous annoncez que vous allez investir 1 milliard, mais vous n'investissez que 100 millions, vous savez que vous n'avez pas la capacité. Donc ça aussi, ça fait partie des raisons d'annulation. Et puis, il y en a qui ne payent pas les taxes. Donc, nous avons donc au total, pour le moment, ça va continuer. Aujourd'hui, nous avons annulé 100 permis de recherche et 21 autorisations d'exploitation de carrières industrielles. Voilà. Donc, au total, donc, ça fait 121 titres miniers. Oui. Maintenant, donc, ça veut dire que tous ces titres tombent dans le domaine de l'État, appartiennent désormais à l'État. Maintenant, bien sûr, l'État pourrait procéder à des nouvelles attributions, mais ça c'est des nouvelles sociétés. À des nouvelles sociétés. Ça c'est lorsque on aura fini, donc on aura terminé, comme on a l'assainissement du cadastre, on aura mis en place le nouveau cadastre. C'est ce travail qui est aujourd'hui en cours. Ok. Alors, et qu'est-ce que vous venez de parler de la mise en place des nouveaux cadastres. Est-ce qu'il y a un mécanisme de contrôle également sur le terrain pour empêcher une exploitation illégale, parce qu'on ne sait jamais de ces sites-là, monsieur le ministre? Oui, bien sûr. C'est pourquoi il faut de la publicité autour donc déjà de ces titres qui ont été annulés pour qu'il n'y ait pas de transactions autour de ces titres miniers. Permettez-moi de dire pourquoi il était important que nous agissions sur ce titre-là. Allez-y. Et le travail continue d'ailleurs. Vous savez, aujourd'hui, il y a des titres qui sont en circulation, qui sont détenus par donc, des personnes ou en tout cas des sociétés qui n'ont aucune capacité technique et financière pour remplir les conditions. Voilà, pour faire de l'exploitation minière. Et donc, il y a un marché noir de vente des titres miniers qui s'est créé aujourd'hui. Donc les titres aujourd'hui sont cédés de façon totalement illégale. Et ce sont ces titres d'ailleurs qui sont à l'origine de beaucoup d'exploitations illégales. C'est-à-dire que des personnes qui n'ont que des permis de recherche et qui s'adonnent à de l'exploitation de nos ressources minérales. Et donc aujourd'hui, nous essayons de donner les moyens à la DNGM pour multiplier les sorties. Et je vous assure qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sorties de la DNGM pour aller sur le terrain, contrôler. Il y a aussi la brigade des mines qui est en gestation, qui va aussi pouvoir faire le contrôle. Mais on a parlé aussi, donc, avec le nouveau cadastre, il y aura aussi ce qu'on appelle la télédétection. Ça, c'est pour que nous puissions, même à distance, voir quelle est la situation de l'ensemble des permis détenus, donc disons de l'ensemble des périmètres détenus en vertu de titres miniers. Donc ce travail de contrôle va se poursuivre et s'intensifier. Alors ce soir, si vous avez un appel à lancer, ça sera quoi cet appel-là aux opérateurs du secteur minier et même ceux qui sont en faute, monsieur le ministre? Quel sera le message? Merci beaucoup. D'abord, je voudrais déjà dire notre détermination à continuer ce travail d'assainissement. Ce qui s'est passé, donc ces annulations, en fait, c'est une première étape. Il y en a d'autres qui vont suivre. Au moment où je vous parle, il y a un projet d'annulation d'un permis qui a été transmis au SGG, donc pour adoption. Et le travail continue, l'assainissement va continuer et d'autres permis seront annulés. Et donc l'appel que je lance, c'est vrai, disons, je voudrais aussi donc dire qu'il y a cette détermination de notre part, mais parce que nous avons aussi un soutien sans faille du chef de l'État, qui nous a donné, si vous voulez, carte blanche pour agir, mais aussi en toute légalité. Et qui suit de près. Et qui suit de près, justement, qui suit de près. Il en a fait vraiment une affaire personnelle, et ça nous motive, mais ça nous met de la pression aussi pour aller avec détermination, mais aussi avec discernement. Et donc l'appel que je lance aux opérateurs, c'est vraiment de dire que l'État du Mali, aujourd'hui, s'est engagé dans un processus de renouveau.
pour faire en sorte que le secteur minier puisse être le choc de notre développement économique, mais dans un esprit gagnant-gagnant avec l'ensemble des investisseurs qui viendront ici investir. Donc, et d'ailleurs, ce qui est important, c'est que cet assainissement qui est en cours, c'est pour sécuriser les permis, pour que ça puisse être donné aux vrais opérateurs, à ceux qui en ont les moyens, à ceux qui en ont la volonté, pour qu'ils puissent exploiter sans entrave, et donc lutter contre l'exploitation illégale. Mais c'est important aussi parce que ça participe aussi de du respect de notre environnement, parce que ces exploitations illégales causent des dégâts énormes à notre environnement. Et ça sécurise aussi les ressources de l'État, parce que beaucoup de ces, vous savez, il y a des ressources qui sont délapidées parce que on ne sait pas qui exploite, on ne sait pas où vont ces ressources-là. Ensuite, il y a tellement de taxes et d'impôts et aussi d'autres types de revenus qui échappent à l'État. Donc c'est vraiment tout ça qui est en jeu aujourd'hui. Et je vais aussi dire que c'est un travail qui a commencé et qui va continuer, qui va se poursuivre. Oui, je pense que nos téléspectateurs ont compris. Le gouvernement décidé donc à assainir le secteur des mines. Merci beaucoup, professeur Amadou Keïta, le ministre des Mines, qui était notre invité de ce journal. Un communiqué du président du Conseil national de transition qui informe les membres du CNT qui, dans le cadre de la session ordinaire d'octobre 2025, en cours, une séance plénière se tiendra le jeudi 30 octobre 2025 et jour suivant, s'il y a lieu, le projet d'ordre du jour porte sur les points suivants: adoption de procès-verbaux, délibération sur les projets de loi, communication. Les travaux vont débuter à partir de 9h dans la salle Djili Baba Sissoko du Centre international des conférences de Bamako. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Le secrétaire général du ministère de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux face à la presse, Boubacar Siddiq Diarra, expliquait les motivations et enjeux de l'organisation du Forum national sur la justice. Youssouf Diakité. Le Forum national sur la justice se tient du 30 au 31 octobre 2025 à Bamako pour dérouler les différentes articulations du Forum. Le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux a voulu cette conférence de presse. Il s'agit surtout de mieux expliciter le contenu du FONAJUS. Les thématiques ont été imaginées pouvant faire l'objet d'échanges et qui pourront serrer tous les problèmes qui tournent autour de la justice. Et pour cela, nous avons retenu conditions de distribution de la justice, restauration de la confiance du citoyen en la justice, perspective de développement du secteur de la justice, défi de la justice pour la stabilité et la paix sociale. On a voulu donner la parole aux citoyens pour que les citoyens, c'est-à-dire, estiment comment ils voient leur justice, quelle justice pour le Mali de demain, comment ils voient le fonctionnement de la justice, qu'est-ce qu'il faut faire pour rectifier ou qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer. Les journalistes ont posé des questions de compréhension en rapport avec le financement du forum au regard de la situation socio-économique et sécuritaire du pays. La justice a fait sur la base des prévisions budgétaires de l'État, un budget prévisionnel de 200 millions et qui concerne toutes les régions, les 20 régions. Vous aurez pris les frais d'avion, vous aurez pris les transports, vous aurez pris la logistique. Et la commission d'organisation ne bénéficie d'aucune indemnité. Que les fonctions sont gratuites. C'est la deuxième édition du Forum national sur la justice, soit 26 ans après la première édition tenue en 1999. Le président de la section des comptes de la Cour suprême, dans le cadre du respect du principe contradictoire, invite les anciens présidents des ex-partis politiques à prendre les dispositions appropriées en vue de retirer au niveau du secrétariat de la section des comptes de la Cour suprême au plus tard le 6 novembre 2025. Copie des extraits du rapport provisoire d'audit du financement des partis politiques sur la période de juillet 2000 à 2024. La date limite de dépôt des observations au secrétariat de la section des comptes est fixée au 5 décembre 2025. Le président de la section des comptes de la Cour suprême s'est compté sur la bonne compréhension de tous les anciens présidents des ex-partis politiques.
Passation de commandement au niveau de la direction de la sécurité militaire. Elle se faisait entre le général de brigade Sambou Minkoro Diakité, qui prend les rênes de ce service stratégique de l'armée malienne, et le général de brigade sortant Nouhoum Ouattara. La direction de la sécurité militaire est l'une des principales structures de la sécurité interne. Elle est également chargée de coordonner les activités de renseignement militaire avec les autres forces de sécurité. Et la cérémonie s'est tenue sous la présidence du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. Actu des FAMA, l'état-major général des armées informe l'opinion que le samedi 25 octobre 2025, à la faveur d'une opération menée dans le secteur de Point A, le 23 octobre 2025, les FAMA ont remis au préfet de Markala, accompagné de représentants des éleveurs, des vétérinaires et des chefs de village, 208 ovins et caprins et plus de 700 bovins en vue de leur restitution aux véritables propriétaires. Le 27 octobre 2025, sur la base de renseignements précis, les FAMA ont conduit une mission de reconnaissance offensive à Moussawere. Les groupes armés terroristes ont engagé un accrochage aux abords de la dite localité, à l'issue duquel 5 terroristes ont été neutralisés, 23 fusils de chasse et de nombreuses munitions récupérées. L'action des FAMA a par ailleurs permis de libérer 10 paysans détenus en otage par les terroristes. Le 29 octobre 2025, les FAMA ont mené une mission de reconnaissance offensive dans les localités de Toladji, de Tikerema, non loin de Nampala, région du Ségou. Au cours de cette opération, 2 bases terroristes ont été détruites et beaucoup de matériel détruit et récupéré. L'état-major général des armées rassure la population que les forces armées maliennes déploient tous les efforts nécessaires pour le retour de la paix et de la quiétude et favoriser la libre circulation des personnes et des biens. Suivez-moi à présent, je vous amène sur le chantier de la nouvelle maison des pupilles à Bamako-Sienou. Les travaux avancent à hauteur de souhait. C'est le constat fait par le ministre de la Santé et du Développement social, accompagné du conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. Barakisa Ouattara Idrissa Traoré était également de la visite. Si tout se passe comme prévu, la maison des pupilles devra accueillir ses pensionnaires d'ici avril 2026. Situé dans la zone aéroportuaire de Bamako-Sienou, le nouveau siège de l'ONAPUMA est bâti sur une superficie d'environ 2 hectares. Le chantier est presque à terme dans sa première phase. Le projet est dans sa première phase qui comprend les hébergements pour les filles, les petits-enfants et les garçons. Il y a également à cette phase le restaurant et une vianderie et le mur de clôture. Ultérieurement, dans la deuxième phase et les phases ultérieures, il y a un bâtiment de l'administration plus un auditorium de 300 places et un terrain de sport. Cette nouvelle maison des pupilles est un symbole et une volonté affichée des autorités à protéger et accompagner ces enfants vulnérables. Cette maison des pupilles, une initiative du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, ce ne sont pas seulement des poutres, des maisons, c'est pour donner de l'espoir à ces enfants, c'est pour donner un cadre et convivial, un cadre où ils pourront se reposer et apprendre. Le président de la transition veut que ces enfants-là s'épanouissent dans les meilleures conditions. Je crois que tout le monde l'a compris, l'architecte, l'entreprise, parce qu'on voit que le chantier bouge beaucoup. Tout le monde se met à l'œuvre pour que ces enfants-là puissent avoir un lieu où s'épanouir dans la sécurité. Ce nouveau siège des pupilles fait partie des œuvres sociales du président de la transition et incarne l'engagement résolu du président de la transition, Assimi Goïta, à offrir un mieux-être à tous les enfants du Mali sans distinction. Approvisionnement du pays en carburant, des solutions envisagées pour faciliter la mobilité urbaine des bus. Les transporteurs routiers font preuve d'une solidarité exemplaire. À peine une déclaration faite via les réseaux sociaux que de nombreux bus ont été mis à la circulation pour assurer le transport des Maliens. Vous les avez sûrement remarqués en ville. Ils sont sur de nombreuses lignes reliant les quartiers périphériques au centre-ville. Le confort est assuré, tout comme le respect des clients. Bref, tout est au rendez-vous pour traverser cette crise ensemble. Et dernier grand point, ne vous inquiétez pas, le prix est assez abordable, nous précise Aminata Brihima Ouedrago et Siriki Koulibaly. Depuis plusieurs jours, les moyens de transport en commun se comptent au bout des doigts dans la circulation à Bamako.
Ce nouveau visage des grandes voies est l'une des conséquences de la pénurie de carburant à laquelle notre pays fait face. Pour combler ces vides, de nouveaux acteurs entrent dans la danse. Dès 6 heures, ce mardi matin, les bus de certaines compagnies de transport ont répondu présents sur plusieurs axes reliant les quartiers périphériques à la ville de Bamako pour assurer la mobilité urbaine. Confort assuré, avec un nombre de passagers raisonnable, tout est minutieusement planifié pour le bonheur des Maliens. Au total, ce sont 27 bus mis en circulation par les transporteurs routiers. Ils sont répartis entre Baguineda, Moribabougou, Sanankoroba, Kati, Samaya, Samako et la route de l'aéroport au prix unique 500 francs CFA. C'est tous les transporteurs, c'est dans un élan patriotique. On a lancé l'appel et les uns et les autres ont volontairement participé à l'action parce que je pense qu'aujourd'hui nous sommes tous concernés par ce que notre pays traverse. Donc pour nous c'est une manière aussi d'apporter vraiment notre aide et permettre vraiment à ce que ce moment difficile puisse passer, puisse être atténué. C'est une opération qui va s'étendre jusqu'au 2 novembre. Donc nous espérons que d'ici là, dès que la situation s'arrange, s'atténue, donc l'opération va s'arrêter. Mais s'il faut aller au-delà, on le fera. Bon ma sigini ne baso bablo kuna ko voyage mollo bo ami ko sanzize pour ko ka famia bon commencera ka famia donon bo ro commencera ka nyongo wele kana pour que baraka sika régulariser. Malgré quelques réticences, cette initiative est saluée par la population. Selon elle, c'est la solution idéale pour mettre fin aux surcharges des véhicules, à la marche sur de longues distances et surtout au retard sur les lieux de travail. Bosso 6 heures, mais si ça me bosso avant 6 heures. Maintenant, on est seulement sur 7 heures, on est en train de mais c'est impossible de trouver ce rama. C'est que ni kera komi ni sanu tomo. Piri, a piri kain, ne refe, a piri kain. Ame wati me négocie ça. Bash fouetala. Par ce acte, les transporteurs apportent ainsi leur contribution pour soulager la population dans cette épreuve. Voilà, on va continuer à faire preuve de résilience. Je vous propose d'écouter Amidou Diarra dit Dragon, animateur à la radio Klidou, très suivi par les jeunes. Il appelle les Maliens à faire preuve de solidarité et à éviter les spéculations, convaincu que cette crise est passagère. Il est au micro de Cheikh Oumar Kamara. Ni essentiel natugo la Mali kono. On munun dayara mine damaya no fambe ala barkada. Dobaka wardo. Abi soro wati soro tinye do la parce na chena sara la bani do ba ka mobili do abi segu wati sega tinye do la na chena sara la mobili ko bani do hi chauffeur o musono de mu ko fe fasiri mala bi min balo basiri mala mi abi min balo mais faso ko kama ni beta kalo sara ko de ni kad nini nga faso ko de kafana kadi kateme nika faso ko kama ale fana bi do mobili kono kata abi segu wati sega tinye do la o be ko fe tuguni dem seni munu be fini kono no e fini tiguye ni yolu shilaje katla ka kubu boga ko jugu kumeto ko wasa jamana bi lafiya ni aramine tene toro atene toro misika yoro ke zela mbe ke zela yoro min tali te mobilita ko mo mbajo ni ko ibi ki yere o koro e ki ini be feminga toro ba ko no mba ku fonni be minga ngosoro o ni kiti toro ku kebi ki yere nyete wa mi yere ka juga belaje le kana tu klo ka buida fe fi fadinga ka do ka fo mi ni ka se ka sala de senedo ne o de kangar da jamana de hali nasur la wula fe an bɛɛ bi jɛ ka bɔ ka taama zela a ka filime k'a jira diɲɛmana k'a fɔ essence ko in d'an ma tɔɔrɔ koyi a bɛ ka degun ni zama nin waati in na nka an si bango tɛ baw bandon b'a la bamananw b'a fɔ ko mɔgɔ kan'a to fo k'i satɔ ka dɔ i fadenkɛ fɛ ko ɲɛna k'a bɛ tɔgɔ sɔrɔ i su kunna ɲɛ don a bɛ maaw degun dɛ parce que sisan an ɲɛnamaya fɛn bɛɛ lajɛlen sira la baarakɛminɛnw wo an yɛrɛ taama cogo wo an si yɔrɔ ko wo an y'a bɛɛ lajɛlen siri essence la donc n'a gɛlɛya donna na a bɛ fiɲɛ dɔɔni n'o nin bɛɛ lajɛlen la nka diɲɛ wuli fiɲɛ tɛ ala ka jamana kolosuma ala ka jamana basigi ala ka jamana jɔ ala ka jamana ja.
Nous allons continuer avec les messages d'unité, de solidarité. Ce soir également, l'AMSUNEN, l'amicale des anciens militaires et sympathisants de l'Union nationale des élèves étudiants du Mali, à travers une conférence de presse sur le thème soutien indéfectible aux autorités de la transition aux crises sécuritaires et crises de carburant, demande plus de solidarité pour surmonter ces difficultés du moment. Batraoui. L'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, AMSUNEM, conformément à sa ligne directrice, reste collée à l'actualité en s'intéressant aux questions brûlantes de l'heure. C'est pourquoi la crise sécuritaire et la crise des carburants sont les principaux sujets évoqués lors de cette conférence de presse. Nous demandons au peuple d'être toujours résilient. Que l'ennemi vient de loin et l'ennemi a toujours utilisé des points sensibles. Ils ont commencé d'abord par nous infliger des sanctions inhumaines. Nous avons quitté la CEDEAO. Ils ont commencé à nous infiltrer pour qu'il y ait la guerre fratricide entre nous, Peul, Dogon, Bobo, Touareg et tout. Nous sommes en train de trouver des solutions à cela. Ils vont tenter tout. Restons unis. L'AMSUNEM, qui appelle le peuple à la patience, au civisme et à la solidarité, soutient que la sécurisation des corridors et une meilleure organisation de l'approvisionnement et du ravitaillement en carburant sont des gages pour surmonter la crise des carburants qui, du reste, est passagère selon elle. Auparavant, une minute de silence avait été observée en hommage aux membres disparus, Thieblé Dramé, Amidou Diabaté et Soumana Sako. Toujours avec les communiqués de soutien, la coordination des associations et ONG féminines du Mali exprime sa profonde solidarité envers les populations de l'ensemble du territoire national durement touchées par la crise actuelle d'approvisionnement en produits de première nécessité, notamment le carburant. Dans ce contexte, la CAFO affirme son soutien aux mesures prises et en cours d'application initiées par les autorités compétentes, les acteurs économiques, les organisations de la société civile, les légitimités traditionnelles et organisations religieuses ainsi que l'ensemble des citoyens en vue de répondre efficacement à cette crise sans précédent. Le Centre de coordination et de gestion des crises et catastrophes SECOGEC informe les populations que le commandement militaire a pris des dispositions pour s'assurer de la disponibilité des points de vente du carburant au profit des personnels des forces de défense et de sécurité. Ces personnels vont s'approvisionner désormais dans les points uniques de vente définis par le commandement à l'interne. Ainsi, il est donc interdit, je répète, au personnel des forces de défense et de sécurité de se présenter dans les autres stations-service pour former des files dédiées et ou à faciliter l'accès aux pompes à d'autres usagers. À défaut, ils devront respecter l'ordre d'arrivée comme tout citoyen. Situation du pays, toujours le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, infatigable rencontre des jeunes, des influenceurs, entendez par là des acteurs majeurs des réseaux sociaux, des écrivains et artistes. Le ministre Fomba avait un seul message à leur endroit. D'après lui, chacun a un rôle à jouer dans la construction de la nation, précisément en cette période. Abdul Karim Kaba nous en parle. Chacun a un rôle à jouer dans la construction du pays. En rencontrant les influenceurs, écrivains, artistes et autres acteurs des réseaux sociaux, le ministre Fomba pense qu'il faut un changement de comportement et de mentalité. De partager aujourd'hui les préoccupations que nous avons aujourd'hui dans le cadre de ce que nous vivons au pays, dans notre pays aujourd'hui. De parler également des efforts qui sont en train d'être faits par les plus hautes autorités. Mais surtout, de les appeler aujourd'hui au sursaut et à l'union. Nous savons qu'individuellement, chacun est en train de faire des efforts. Mais je pense que si on se donne la main et que nous essayons d'avoir des réponses communes, nous allons pouvoir surmonter beaucoup de choses. Et sur le plan de la désinformation, et sur le plan de certains aspects liés au terrorisme et beaucoup d'autres choses. Tout le monde doit œuvrer au développement du pays. Et surtout dans cette situation où la communication occupe une place de choix.
À travers cet échange, nous avons appris beaucoup de choses et beaucoup de solutions aussi ont été proposées pour pouvoir vraiment bien mener cette communication. Un influenceur ou un artiste qui est bien suivi, donc ce qui veut dire que sa communication est très très importante dans ce genre de situation. Nous avons de l'audience, nous avons de la visibilité. On ne peut rien faire, on ne peut pas aller au front, on ne peut pas avoir des armes. Donc notre arme, c'est notre bouche, c'est notre visibilité. C'est de dénoncer ces terroristes, c'est de soutenir le peuple malien, c'est de sensibiliser le peuple malien et de soutenir nos autorités aussi face à ce qui se passe. Mettre le Mali au-dessus et travailler à lutter contre la mauvaise information sur le message livré à cette couche. Surtout que le président de la transition l'a dit, sa mission est basée sur la jeunesse. Et sur les réseaux sociaux, je pense que la majorité reste les jeunes. Et vraiment, nous avons un rôle à jouer également là-bas. D'un côté comme l'autre, cette rencontre a été saluée. Également, elle aura permis de partager les informations et de proposer des solutions. Les cheminots retraités du Mali et les patients du service psychiatrique du centre hospitalier universitaire du Point G sont les heureux bénéficiaires des donations de la Fondation du port autonome de Dakar. Un geste qui s'inscrit dans le cadre des activités du mois de la solidarité. Adam Maïga, Aruna Djara, avec eux, nous faisons le point. Malgré leur âge et leur état de santé, les cheminots retraités ont parcouru des kilomètres pour se rendre à la maison des cheminots retraités du Mali, Sisa Dar Salam. Ceci pour un seul objectif, se faire consulter gratuitement contre les maladies oculaires, auditives, dorsales, l'hypertension, le diabète, bref, la liste est longue. C'est une fierté pour nous aujourd'hui que le port autonome de Dakar soit à nos côtés aujourd'hui par rapport à l'événement. Vous savez que les cheminots retraités, on a à peu près 2000 et quelques. Le gros du problème, même, les cheminots sont fatigués par rapport au fardeau qu'ils ont eu à faire. Par ailleurs, une action humanitaire similaire a été menée. Cette fois-ci, les malades mentaux du centre hospitalier universitaire du Point G ont reçu des matelas, des draps et des médicaments. Ce dont s'ajoute à la rénovation de certains locaux du département et à la remise d'une enveloppe symbolique destinée à la prise en charge vestimentaire. Je suis ému par la promptitude de la Fondation du port autonome de Dakar pour avoir choisi mon service. Ces différentes actions humanitaires sont l'œuvre de la Fondation du port autonome de Dakar. Elles s'inscrivent dans le cadre du mois de la solidarité célébré chaque mois d'octobre. Ce don rentre dans le cadre justement de la politique de responsabilité sociétale des entreprises du port autonome de Dakar. Cela en tout cas démontre notre engagement à vouloir en tout cas contribuer à l'amélioration des conditions de vie, en tout cas des populations. La Fondation du port autonome de Dakar compte diversifier ses actions dans d'autres spécialités au sein du CHU du Point G. Ces différentes actions humanitaires cadrent parfaitement avec le renforcement de la coopération entre le Mali et le Sénégal. Un mot des activités des journées de relance de l'Agence nationale de presse du Mali au compte de la deuxième journée de table ronde. Retrouvons Alpha Maïga pour plus de détails. Devant un public composé de journalistes, communicateurs, des responsables administratifs et professionnels des médias publics et privés, une table ronde s'est tenue autour du thème « Trouver l'équilibre entre communication institutionnelle et droit d'informer ». Malgré un temps de parole limité à 1 minute 30 secondes, les échanges ont été riches. Un véritable espace de réflexion sur deux professions à la fois proches et différentes. La rigueur dans le temps a permis d'aller à l'essentiel et de garder le rythme du débat. Le communicant s'occupe de l'image d'une institution ou d'un produit, tandis que le journaliste, lui, sa principale fonction, c'est d'informer. Nous sommes dans un contexte particulier aujourd'hui, qui est la guerre informationnelle. Dans ce contexte-là, ces deux acteurs-là doivent se donner la main. Quel défi pour les médias publics dans un contexte de terrorisme et de transition politique. Travailler dans ce contexte, c'est avancer sur une ligne fine entre sécurité nationale et devoir d'informer. Le journaliste fait son travail, mais dans la situation actuelle aussi, il est interpellé parce qu'il y a l'intérêt national
qui est au-dessus de toute autre préoccupation que le journaliste peut avoir. Dans la situation que nous vivons, il y a la responsabilité aussi entre le fait, le commentaire, la responsabilité. Jusqu'où peut-on aller? Quelle est la ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser? Avec ces deux thèmes, les participants ont reconnu que les médias sont un pouvoir qu'il faut encadrer, renforcer et responsabiliser. Les médias sont influents, c'est sûr. Les gens de ma génération ne peuvent pas considérer les médias comme un pouvoir, mais les médias ont une influence réelle. Les médias, quoi qu'on dise, ont un certain pouvoir, le pouvoir de communiquer, de sensibiliser, d'éduquer, d'informer. Ce n'est pas rien. Les recommandations issues de ces 3 jours de réflexion sont attendues avec intérêt. En toile de fond, une interrogation. À quand des états généraux de la presse malienne pour refonder le secteur? Message entendu, Alpha Maïga. Médias, toujours, partons au Salon international des médias d'Afrique à Dakar, où le président de l'URTEL a animé un panel sur les réseaux de la résilience en faveur de l'information de prix. Nos envoyés spéciaux sont Mohamed Kentao et Siriki Balo. L'information de proximité est généralement relayée au quotidien par les médias locaux. Ici à Dakar, le CIMA met en exergue leur rôle dans l'apaisement du climat social et leur résilience dans les pays en conflit, d'où le thème « Les réseaux de la résilience en faveur de l'information de proximité au Sahel ». Elles diffusent dans les langues locales, elles accompagnent les communautés au quotidien et surtout, elles tiennent debout, parfois avec des moyens dérisoires, mais une détermination sans faille. C'est cela, la résilience médiatique au Sahel. Ces radios ne sont pas seules. Elles s'appuient sur des réseaux de solidarité, des associations nationales comme l'URTEL au Mali. La mission de l'URTEL est d'apporter un soutien de formation et d'assistance aux radios et télévisions privées du Mali. Avant la crise qui secoue le pays, elle comptait environ 350 radios et télévisions. Cet espace est donc une aubaine pour son président de faire connaître l'immensité de la tâche effectuée par cette fêtière. Nous avons dit que les populations ont besoin de la bonne information, de l'information fiable, parce que quand ça manque à une communauté, c'est plus que ça risque d'aggraver la crise. C'est pourquoi nous avons quand même sollicité la Fondation Hirondelle pour mettre en place Studio Tamani. C'est un projet de l'URTEL pour permettre aux populations maliennes de consommer de la bonne information, pour permettre aux populations maliennes d'être au même niveau d'information. Devant d'autres patrons de la presse malienne, africaine et du reste du monde, Mamoudou Bokoum n'a pas tari d'arguments pour inviter les médias locaux à tenir des propos conciliateurs dans un pays en conflit. Le Premier ministre du Niger reçoit une délégation de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Niger qui est venue réitérer son engagement à accompagner les autorités. Gérald Abdul Aziz, Ousmane Sani, compte rendu. C'est en fin de matinée de ce mardi que le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a reçu la délégation de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Niger, APBEF, conduite par sa présidente, Zenaba Sabo Seydou Mbaba. Les échanges ont porté sur la coopération entre les deux parties. On a eu à échanger sur la situation des banques et établissements financiers au Niger et le soutien que les banques ont apporté à l'État du Niger. Donc, durant toute cette période, les banques ont soutenu l'État dans la période difficile et c'est l'occasion pour le ministre de tutelle de nous remercier, de remercier l'ensemble du secteur pour le soutien apporté et de réitérer également le soutien de l'État vis-à-vis du secteur bancaire pour la conduite de nos activités. Nous avons également échangé
sur la situation des clients. Il a insisté pour que les banques continuent à soutenir leurs clients dans leurs activités et que toutes les situations soient étudiées et une solution idoine soit apportée. Il faut noter que l'APBEF Niger rassemble les banques et établissements financiers agréés et joue un rôle important dans le dialogue avec le gouvernement et les autres institutions comme la BCEAO. Au Burkina, le Forum national de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle s'achève sur une feuille de route que nous font découvrir Nongba Kouda et Isiaka Nana. Dans la vision de faire de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique un levier stratégique pour offrir à la jeunesse des compétences concrètes capables de bâtir le développement socio-économique du Burkina Faso, les 48 heures de travaux de ce forum national formulent 6 recommandations. D'abord, il s'agit de l'adoption et la vulgarisation d'un document de référence pour une meilleure opérationnalisation de la nouvelle vision en matière d'enseignement et de formation technique et professionnelle, suivie d'une campagne de communication de masse pour une meilleure appropriation de cette vision par les populations. Un engagement fort de l'État pour le financement efficace et durable de l'enseignement et la formation technique et professionnelle au Burkina Faso, afin de garantir la mise en œuvre optimale des politiques et des réformes. La création d'une synergie d'action en matière de formation des formateurs de l'FTP de l'espace de la Confédération des États du Sahel. Ces acteurs recommandent par ailleurs la mutualisation des ressources humaines et matérielles de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique au sein de l'espace AES. Ce que nous avons entamé ici au Burkina va être encore discuté et continué au niveau de Bamako. Donc nous rentrons au Mali satisfaits et l'expérience, le partage d'expérience va continuer. 2 jours de conclave ponctués de communication, de panels et de débats en atelier pour ainsi poser les bases d'une réforme profonde du système d'enseignement et de formation technique et professionnelle au Burkina Faso. L'enjeu de ce forum était d'abord de poser le bon diagnostic de notre système d'enseignement et de formation professionnelle technique pour en dégager les faiblesses et les défis dans le but de proposer des réponses fortes et innovantes à même d'améliorer son efficacité interne et externe et son efficience. Pour le gouvernement burkinabé, les conclusions de ce forum devraient permettre d'accélérer la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à savoir faire passer à 60% le nombre d'apprenants dans les enseignements et la formation professionnelle et technique d'ici à l'horizon 2050. La FIA Group Afrique SA s'implante au Mali. Le siège inauguré à Missabougou comprend un espace d'exposition d'engins lourds et divers autres matériels. Les initiateurs contribuent ainsi à renforcer les liens de coopération entre le Mali et la Chine tout en contribuant à promouvoir l'économie locale. Le reportage de Awaditma Kamara. Le Mali et la Chine, ce sont plus de 60 ans de coopération, une relation bilatérale qui repose sur plusieurs leviers, notamment celui de l'économie. Les deux nations viennent de franchir un palier supplémentaire au grand bonheur du secteur privé à travers l'inauguration d'un complexe ultramoderne qui répond aux attentes des opérateurs économiques. Dans la conjoncture où nous sommes à l'ère actuelle, l'AMI qui vous accompagne pour créer une institution économique et commerciale pouvant contribuer à absorber le chômage de votre pays, cet ami est un sincère ami. Le développement des relations sino-maliennes au cours de 65 ans démontre parfaitement c'est quoi un vrai ami. Les deux pays se respectent mutuellement, notamment en ce qui concerne la souveraineté, le choix du voie de développement.
Le groupe propose une offre diversifiée qui répond aux besoins de plusieurs secteurs clés de l'économie locale, des matériels de construction, de mines et du thé. C'est fort de cet esprit devenu engagement et pour encore mieux servir le Mali, mon pays d'adoption et toute l'Afrique, que j'ai décidé de regrouper mes activités en un grand groupe qu'est aujourd'hui le groupe Lafia Afrique. Avec des frères maliens, nous nous sommes engagés pour la promotion de l'économie, du commerce et de la culture entre la Chine et l'Afrique, particulièrement entre la Chine et le Mali. Entre 2002 et 2024, la Chine est apparue comme le premier investisseur au Mali, avec près de 42% des investissements étrangers dans les domaines de l'industrie, 15% dans les domaines agroalimentaires et 33% dans les infrastructures, la télécommunication et les services aux entreprises. Avec une équipe composée de 20 Maliens et 30 Chinois, cette synergie contribue directement à la création d'emplois locaux et au transfert des compétences. Le centre vivifie ainsi une excellente coopération de par sa contribution à l'essor du secteur économique. Cérémonie de remise d'attestation à la première promotion des étudiants en langue chinoise du Centre de formation professionnelle CFP CNU. Sur 85 candidats sélectionnés, 46 ont été admis pour une bourse d'études offerte par l'Institut de technologie du Shanxi en Chine au titre de l'année académique 2025-2026. Dosi Babadiara, Adama Traoré, reportage. Sur les 85 candidats sélectionnés qui ont suivi une formation de 3 mois, 46 dont 11 femmes ont été admis après un test. Ces apprenants de la langue chinoise vont poursuivre leurs études en Chine après avoir reçu leur attestation pour une bourse d'études offerte par l'Institut de technologie du Shanxi. Les jeunes ont été sélectionnés sur dossier. Nous avons fait un avis. Les jeunes ont postulé. Il y a eu 153 qui ont déposé leur dossier. Parmi eux, 92 ont été sélectionnés définitivement. Et ils devaient tous participer au test de niveau 3, mais 85 seulement se sont présentés. Et sur les 85, 46 ont passé au test de niveau 3. Ceux qui ont passé le test de HSC 3 vont continuer à apprendre le chinois ici au Mali jusqu'au mois de mars 2026. Ensuite, en mars, ils seront en Chine pour continuer avec la langue encore. L'activité s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de formation professionnelle pour une contribution à l'accroissement de la productivité et de la compétitivité dans des secteurs productifs. Le partenariat entre le Centre de formation professionnelle de CNU et l'Institut de technologie de Shanxi représente une avancée majeure pour notre système de formation professionnelle. Il a pour objectif de renforcer les compétences techniques des domaines innovants, promouvoir la mobilité académique des apprenants et des formateurs, encourager les échanges pédagogiques et culturels sino-maliens. Les initiateurs encouragent ces jeunes apprenants de la langue chinoise à poursuivre les efforts, à croire en leurs capacités et à incarner toujours les valeurs d'excellence et de discipline partout où ils sont. 125 millions de francs CFA, c'est le coût du don de médicaments essentiels, consommables et équipements médicaux remis à des structures sanitaires de Kita. C'était au gouvernorat. Retrouvons Mamadi Alioubari. Le premier acte de cette cérémonie de l'ONG Médecins du Monde Belgique dans la région de Kita s'inscrit dans le cadre de la dernière dotation en matériel sur la phase 2 du projet de renforcement de l'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive, y compris la lutte contre les violences basées sur le genre. À cet effet, 39 centres de santé communautaires et le centre de santé de référence de Kita ont reçu des équipements, des médicaments et des consommables essentiels. Notre partenaire Médecins du Monde Belgique vient d'offrir au district sanitaire de Kita un lot important d'équipements et de matériel et de consommables médicaux. Ça va contribuer à renforcer davantage les plateaux techniques au niveau du sanitaire de Kita. Nous sollicitons des MDM un projet durable qui puisse renforcer nos capacités et nos résiliences. Le second acte a été la distribution de non-vivres aux déplacés et sinistrés des 8 communes de la région de Kita
par le projet Médecins du Monde Belgique et sur financement de la Direction générale de la coopération au développement DGD. Cette action vise à soutenir plus de 355 ménages sinistrés et déplacés internes, dont environ 3458 personnes, et à tuer les plans de contingence du district d'un autre côté par rapport à ce cadre de crise modifié. C'est l'occasion pour nous, au nom des plus hautes autorités de notre pays, de remercier Médecins du Monde Belgique pour son appui à la résilience de nos populations dans la région de Kita. Ces actions que constituent des dons de matériels médicaux, d'équipements médicaux, de kits, mais également de kits de vivres et de non-vivres au bénéfice des populations de la région de Kita représente quelque chose de très significatif pour nous. Cette donation de plus de 125 millions de francs CFA des Médecins du Monde Belgique dans le domaine de la santé, de l'hygiène et d'assainissement contribueront à protéger les vies humaines, stabiliser la situation humanitaire à Kita. Dans nos programmes ce soir, votre émission 52 minutes pour savoir. Dans son 6e numéro, l'émission fait un gros plan sur la protection civile, un service qui a comme mission principale l'assistance à personnes en danger, la protection des personnes et de leurs biens. À l'heure de la refondation, les soldats modernisent leur service pour satisfaire les populations en sauvant des vies. Nous vous proposons un extrait. L'extraction de la victime en cours avec une corde de 100 mètres. Dès notre arrivée, la première des choses, c'est constater l'état de la victime. Si la victime est consciente ou inconsciente, si la victime est visible ou invisible. Et puis si le puits est utilisable ou non utilisable. Au niveau du pont des Martyrs, un individu a tenté de mettre fin à sa vie en se jetant dans le fleuve. Ici, sur le pont Fad, une équipe intervient pour porter secours aux victimes d'un accident impliquant un motocycliste et un piéton. Voilà, à suivre dans les programmes ce soir, 52 minutes pour savoir, une présentation de Sira Bachili, une réalisation de Imonfri Sanou. Merci de votre fidélité à l'ERTM. Vous pouvez également nous suivre sur nos plateformes www.ortm.ml. Grand merci à nos téléspectateurs de Chancy, Pékin et de Guangzhou. À demain, 20h. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons.